Donc, Bastien Onken, conseiller technique chez Adalia 2.0, conseiller depuis maintenant 10 ans. Et je pratique également donc, le jardinage, la permaculture. J'ai un petit potager. Donc, il y a une majorité d'entre vous qui doivent désherber les surfaces minérales, donc pavés, gravier. C'est en effet ce qui pose le plus de problèmes, je vais dire, et qui prend pas mal de temps, hein, parce qu'on est tous tenus d'entretenir le trottoir devant chez soi. Ben, voilà, donc on va évidemment aborder cette question-là. Alors, on va voir un petit peu de théorie, et ça va pas durer très longtemps, vous allez voir. Simplement pour voir un petit peu les définitions de qu'est-ce qu'un pesticide et notamment un herbicide. Donc, on voit que en Belgique, on a une loi qui permet de catégoriser les produits qu'on trouve aussi bien en jardinerie que dans les grands magasins, les grandes surfaces. On a les produits phytopharmaceutiques qui sont plutôt destinés au jardin, comme les herbicides, dont on va en partie parler aujourd'hui, herbicides, insecticides, fongicides, etc. Donc, tout ce qu'on peut trouver pour l'extérieur. Alors, aussi bien pour le particulier, mais aussi pour les professionnels, hein. Maintenant, on verra qu'il y a quand même une répartition, enfin, une scission de produits plus destinés aux particuliers d'un côté et d'autres pour les professionnels qui ne sont plus accessibles aux particuliers. Et une autre catégorie qui sont les biocides. Ce sont également des produits qui servent donc à éliminer que ce soit des champignons, des bactéries aussi, des moisissures également. Ce sont en fait les mêmes molécules, hein, qu'on trouve dans les pesticides, les produits phyto, mais à usage plus domestique ou en tout cas à l'intérieur. Donc, tout ce qu'on peut trouver et qu'on peut utiliser à l'intérieur d'une habitation, les sprays anti-mouches, les produits pour désinfecter, pour traiter le bois, bah voilà, tout ça, ce sont des biocides, mais ça tombe pas légalement dans la même catégorie que les pesticides phyto, donc pour l'extérieur. Bastien, je te coupe 2 petites secondes parce qu'il y a Isabelle qui ne voit pas bien le PowerPoint à cause du sondage. Donc le sondage, en fait, on peut le fermer. Voilà, il y a une petite croix Ah, pardon, et non, non, arrêtez. mais c'est pas chez toi, c'est, en fait, quand on reçoit le sondage, après, c'est à nous de fermer le sondage, sinon il reste en plein milieu de l'écran. Ah, c'est ça. Voilà, c'est bon. Voilà. Ok, donc, et chez moi, on voit bien maintenant. On voit oui, il y a toujours la barre qui est là de temps en temps, mais après on voit bien. Pas de souci. Mais je vais essayer de l'enlever. Mais parfois elle s'en va. Bon, alors, désolé pour les petits soucis techniques, hein, mais on y arrive. Alors, les quelques chiffres pour rappeler un peu l'usage des pesticides, parce que c'est quand même pas rien. On a en Belgique une forte utilisation sur le marché européen. 6 000 tonnes qui sont écoulées sur l'année en moyenne, aussi bien du côté agricole que du côté des parcs et jardins, chez les particuliers également. Donc 80%, une bonne majorité qui sont utilisés, vous avez compris, par les exploitants agricoles, les horticulteurs, les professionnels, mais une partie quand même de ces produits sont achetés par des particuliers. Il suffit d'aller voir dans un magasin, on se rend bien compte qu'il y a une bonne partie des produits qui sont encore en vente et, pardon, et qui sont toujours disponibles pour les particuliers. Alors, pour voir un petit peu la répartition au niveau utilisation, il faut quand même se dire que ce n'est pas pour ça qu'il s'agit que du domaine agricole qui est source de pollution. C'est un peu l'idée qu'on se fait, c'est ben oui, c'est toujours le fermier qui a tendance à exagérer, à mettre du produit à tort et à travers, alors que c'est pas vrai. Ça peut être le cas de certains accidents lors d'une utilisation, mais ce qu'on voit, c'est que par dose appliquée à l'hectare, ce qu'on voit, c'est beaucoup plus qui sont utilisés en fait dans les domaines privés. Donc pour les chiffres, ici, on a 1,5 kg
de produits appliqués sur les surfaces agricoles, que ce soit sur les champs, les prairies, et 10 kilos, là, à ce moment-là, pour les domaines privés, que ce soit les jardins, les parcs, etc. 10 kilos à l'hectare, c'est pas rien. Donc voilà, pour vous dire qu'il y a quand même une différence qui s'explique par le fait on est plus tenté d'utiliser des produits, on a tendance à acheter peut-être de trop, ou en tout cas à mettre une forte dose, une trop forte dose, en tant que particulier. Alors, la législation, comment ça fonctionne? Donc, c'est par niveau. On va commencer par le plus élevé au niveau européen qui, là, autorise ces produits, mais surtout les substances actives, hein, donc les ingrédients, ce qui va permettre aux pesticides de fonctionner. C'est au niveau des substances actives que l'Europe autorise ces produits. Bon. Et puis, on arrive à l'État fédéral Belgique, où là, ce sont les autorisations de mise sur le marché des pesticides qu'on voit en magasin, donc, qui sont étiquetés avec un nom commercial et un numéro d'agréation, un numéro d'autorisation, si on veut. Et donc, ces produits pesticides, biocides, etc., on ne va pas retrouver les mêmes en France, dans les magasins, qu'en Belgique. Pas forcément, en tout cas. Et puis, l'utilisation même des pesticides est réglementée par la région. Donc, c'est la région wallonne qui décide pour la Wallonie qui peut utiliser tel pesticide, sous quelles conditions, etc. Puis ce que j'ai mis en rouge, en fait, ce sont les directives qui découlent, qui sont transposées au niveau national et au niveau régional. Le fameux paquet pesticides qui date déjà de pas mal de temps, mais qui se retrouve toujours à l'état actuel sous forme de plan, le plan wallon de réduction des pesticides en Wallonie, mais qui a d'abord commencé par un plan d'action national de réduction également au niveau fédéral. Et ce qui fait que on retrouve ce plan de réduction aussi bien en Flandre, à Bruxelles qu'en Wallonie. Voilà. Alors, pour l'instant, on vient de passer vers la fin de cette période de plan wallon de réduction des pesticides, en tout cas la deuxième mouture. Il y a eu une consultation publique et maintenant on est dans une troisième phase où il y a un nouveau plan qui est rédigé, qui a été soumis et qui va bientôt commencer. Donc en 2023, vous allez avoir un nouveau plan wallon de réduction de pesticides qui va être appliqué, qui concerne non seulement les produits qui sont mis sur le marché, mais vraiment l'utilisation et comment protéger le citoyen, les personnes vulnérables. Donc les personnes qui sont peut-être plus sensibles, les personnes âgées, les enfants. Là, on essaie vraiment de protéger par des mesures concrètes de zones tampons, ces bâtiments, ces personnes qui sont plus fragilisées. Également, évidemment, la protection des eaux de surface. Ça a un enjeu crucial puisque l'eau potable est notamment parfois polluée par ces molécules-là, donc on doit faire très attention à ça. Voilà. Je passe assez rapidement, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai s'il faut par la suite. Alors, ce qui est pour moi le plus important à tirer de tout ça, de ce plan de réduction, ce sont les zones tampons qui sont appliquées. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est espace public, donc le trottoir, les voiries, les parcs, les cimetières, tout ce qui est accès au public. L'interdiction est complète, donc on ne peut plus mettre de produits pesticides, que ce soit fongicides, insecticides, herbicides. Hein. On ne peut plus mettre ces produits sur l'espace public, depuis 2019 même. Après, ces zones tampons s'ajoutent à ça. Donc, vous avez par exemple dans le cas ici, la partie du dessin, du schéma ici, la zone 1, on a le trottoir devant chez vous, par exemple. Admettons que vous avez un petit jardin ou une haie qui se trouve à 1 mètre du trottoir, mais là, la zone est
également interdite de pulvériser de traiter. Donc, c'est une interdiction supplémentaire qui empiète sur une partie privée de votre habitation, de votre jardin. Également, deuxième cas ici, avec un point d'eau, une rivière, ça peut être même une rigole pour l'égouttage de votre terrasse. C'est relié finalement aux eaux de surface, hein, tout ça. Donc, voilà, c'est également concerné. Mais là, on a carrément 6 mètres de zone tampon à partir de ce point d'eau. Et puis, troisième cas, là, il s'agit des talus, des pentes, où quand on dépasse 10%, là, il faut compter un mètre en plus à partir de la rupture de pente. Au-dessus du talus, on respecte également une zone de non-traitement, zone zéro phyto, voilà, qui est relativement restreinte, mais il faut savoir qu'évidemment, sur la pente même, on ne peut pas non plus mettre de produit. Voilà. Donc, ces cas de zone tampon, tout le monde est concerné, hein, que ce soit le particulier, l'agriculteur, les espaces publics, les gestionnaires, tout le monde. Bastien, Oui. une petite question d'Aurore qui demande qui contrôle les zones tampons chez les privés. Alors, il y a des personnes au niveau des agents de quartier, donc de la police communale, qui sont assermentés, qui peuvent mettre des constats et qui peuvent mettre des PV, hein. Donc, je ne vais pas dire qu'ils contrôlent systématiquement chez tout le monde, hein, c'est un peu aléatoire, évidemment. Mais voilà, de plus en plus, les agents, même les personnes, ce qu'on appelle les agents DNF, donc les eaux et forêts, ils sont habilités à verbaliser les personnes qui commettraient des infractions. Donc, voilà. C'est sûr que c'est pas suffisamment contrôlé. Je pense à mon goût, en tout cas, c'est voilà. Mais c'est comme le code de la route, quoi, hein, on est tenu de respecter et voilà, quand il y a des contrôles, ça sert plutôt d'exemple, hein, et on espère que ça va se généraliser. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet, mais il fallait quand même rappeler un petit peu au niveau légal tout ce qu'on peut ou ne peut pas faire. Ici, la photo, moi je suis en plein travail sur une allée de garage. La pente est pas très forte, mais cette allée de garage s'écoule vers la rue, vers la rigole et reliée aux égouts. Donc là, on ne peut pas mettre de produits légalement. Il s'agit d'un espace relié puisqu'il y a un ruissellement possible euh, vers l'espace public, vers le point d'eau. Donc là également, je ne peux pas, en théorie, mettre de produits phyto. Voilà. Alors, évidemment, c'est pas le point le plus facile. Ici, on a du gravier. On va voir qu'il y a beaucoup de surfaces différentes à entretenir, mais celui qui pose le plus de problèmes, c'est l'espace gravier. Voilà. Alors, on peut évaluer la situation, hein, que ce soit, comme j'ai dit, un espace gravionné. On peut laisser également enherber, hein, mais ça, on verra par ailleurs que ça peut être une technique appliquée. Mais bon, voilà, c'est un espace à entretenir. Il faut aussi te faire tenir compte, pardon, du contexte autour. Si on a beaucoup de plantes hautes, c'est très différent. On a des chardons comme ceci qui poussent avec une grosse racine. On va pas utiliser les mêmes outils dans une pelouse. Si c'est une prairie plus sauvage, on peut peut-être tolérer les chardons, justement. Voilà, les pavés, avec les repousses dans les joints de pavés qui vieillissent. Ça, c'est un cas qu'on voit souvent. Et dans les pelouses également, tout ce qui est pissenlit, hein, on voit que certaines personnes ne supportent pas de voir les pissenlits pousser. Donc, moi, je ne dis pas qu'il faut forcément tout arracher. Je dis simplement qu'il y a une méthode pour le faire. Alors, voici un peu les outils qu'on peut retrouver chez un peu tout le monde. En tout cas, la bouilloire pour l'eau chaude, certains outils à main.
Voilà, ici, on a peut-être des outils plus spécifiques pour aller chercher les racines, la brosse de rue, qu'on oublie parfois, mais c'est un outil vraiment de prévention, hein, pour l'accumulation de tout ce qui est feuilles, matière organique. Et puis tout ce qui est désherbeur thermique qu'on peut trouver maintenant en jardinerie assez facilement. La flamme nue, donc flamme directe avec le gaz. Ici, c'est une petite bonbonne, hein, mais on peut avoir des plus grosses. Et puis le système électrique où voilà, c'est aussi un choc thermique qui est appliqué, hein, mais il faut voilà, là se raccorder au réseau électrique. Alors, le tout, c'est d'appliquer le bon outil au bon endroit. Donc ça, j'aurai une petite vidéo à vous montrer qui montre assez bien le principe. C'est que maintenant, on se retrouve sur le marché avec beaucoup d'outils différents. Vous avez certainement déjà croisé un de ces outils en jardinerie. Eh ben, il y a une raison de cette diversité, c'est qu'il y a des outils qui sont plus appropriés pour traiter telle ou telle surface, ou des outils un peu multifonctions. Alors ici, notamment, le désherbeur thermique, c'est assez pratique pour des petits espaces restreints à traiter, puisque on va le voir pour la suite, un désherbeur thermique, ça prend du temps à appliquer, même si le but n'est pas de carboniser, de brûler la plante complètement, hein. On donne un simple choc thermique dans l'espace de quelques secondes, mais l'air de rien, ça prend un peu de temps et on va devoir traiter très localement des petites plantules comme ça, à savoir qu'il faut le faire très tôt dans l'année aussi. Le mieux, c'est de commencer au mois d'avril, même au mois de mars. Donc voilà, c'est pas toujours la solution la plus facile à mettre en œuvre. Il faut une certaine régularité. Moi, je suis plus adepte pour les techniques mécaniques, voilà, avec certains outils. L'huile de bras, hein, il y a vraiment que ça qui soit le plus écologique, j'ai envie de dire, hein. Donc on verra que, voilà, il y a même des outils qui sont même conçus pour traiter, enfin pour désherber dans les joints de pavés, pour aller chercher vraiment tout ce qui s'accumule dans les joints de pavés. Donc voilà, tous ces petits cas, on va aller voir dans la vidéo que je vais lancer par la suite si c'est bien. Ah voilà, pas encore. Encore un petit slide pour montrer aussi un peu les différentes techniques qui peuvent s'appliquer par type de surface. Donc, on a une publication qui montre assez bien ces cas dans notre dépliant pour désherber son trottoir. On voit qu'on peut utiliser, par exemple, pour les dalles, les pavés, euh, la brosse dure, aussi bien que tout ce qui est thermique, flamme directe, eau chaude, l'air chaud, et même du sable de rejointoiement, parce que une fois qu'on a enlevé les plantes, il reste parfois des espaces vides qui vont être rebouchés avec voilà, tout ce qui peut tomber des arbres. Il vaut mieux reboucher ça avec du sable. Il y a maintenant un sable spécial qui permet de désherber efficacement sur une certaine durée. Voilà. Ici, cas des trottoirs en gravier ou en dolomie, où on va devoir utiliser des outils plus variés, mettre plus d'efforts, hein, pour aller chercher toutes les plantes qui peuvent pousser en bord au pied du mur, par exemple. On peut utiliser la flamme ou forcément tout ce qui est thermique aussi. Et pourquoi pas, c'est pour ça que tout en bas, on a mis des techniques d'enherbement. Parce qu'on voit dans les cimetières, les communes appliquent cette technique également. Il ne s'agit pas de désherber, mais d'enherber, donc au contraire, de laisser pousser, mais pas n'importe comment. On va semer parfois des graines d'herbe pour avoir un résultat homogène, hein. Et quand il y a un pissenlit, une pâquerette qui pousse, ça gêne pas forcément. Ça va rester vert et ça va rester harmonieux dans l'ensemble. Il y a une certaine esthétique, mais c'est sûr que ça demande un autre regard et une autre gestion, puisqu'on va quand même couper de temps en temps. Voilà. Donc voilà, toutes ces techniques-là, et on verra aussi à la fin de l'exposé les techniques préventives avec les plantes, couvre-sol ou le paillage, qui sont aussi forcément des méthodes pour désherber préventivement, hein, mais qui demandent
d'anticiper, de concevoir son jardin un peu autrement. Voilà. Et ça y est, donc j'ai la vidéo. J'espère que vous entendrez bien. En Wallonie, l'utilisation d'herbicides est interdite sur les espaces publics, que ce soit le trottoir, mais aussi toute surface minérale reliée aux égouts, que ce soit des allées en gravier ou des terrasses en dalles. Alors, heureusement, il existe des outils adaptés à chaque situation pour désherber autrement. Vous allez voir que la tâche n'est pas si difficile, il suffit d'avoir le bon outil et de l'utiliser au bon endroit et au bon moment. Certains outils qu'on pourrait qualifier d'outils multifonctions peuvent très bien s'adapter à des surfaces minérales comme les trottoirs, les surfaces en gravier. Alors leur forme en U leur permet de passer vraiment à proximité des murs, des bordures également, donc en passant autour des obstacles et puis en passant tout près des objets. On est face à des graviers qui ont été fortement enherbés avec le temps parce qu'il y a des dépôts de feuilles mortes, de la terre qui s'installent petit à petit. Donc voilà, c'est un milieu propice pour les mauvaises herbes, voilà, comme ceci, mais qui ont un enracinement superficiel en général. Donc un outil adapté, ce serait cette binette ronde qui est vraiment faite pour travailler dans les surfaces gravillonnées, comme ceci. S'il y a un outil plus long, même principe, en disque, donc pour travailler dans le gravier de manière superficielle. On parle généralement de mauvaises herbes, de plantes qui nous dérangent, alors aussi bien dans la pelouse, dans les graviers, sur les trottoirs. Alors faut-il voir ça comme ça ou justement profitons-en et essayons de voir les choses autrement en acceptant un petit peu de végétation spontanée. Alors, quand on juge nécessaire de désherber, alors prenons le bon outil et appliquons-le au bon endroit. Voilà. Donc, là, on a pu voir un petit peu les techniques en action, les outils qu'on a pu tester, hein. Vous avez vu on n'hésite pas à mettre la main à la pâte et de tester un peu les techniques et ce qu'on peut trouver comme outils. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de références pour certains outils, on peut vous les donner à la fin ou avec des documents qu'on peut vous envoyer par la suite, hein. Donc voilà, il s'agit du premier chapitre sur les surfaces minérales, hein, pavés, gravier, dalles, etc. Il y a des solutions préventives, en tout cas pour diminuer le travail par la suite, notamment l'installation de toiles en dessous de gravier. Quand on installe un nouveau gravier, on peut mettre une toile géotextile qui permet l'infiltration de l'eau, hein, bien entendu, mais qui va permettre aux racines qui sont assez longues de moins descendre en profondeur dans le gravier. Alors attention de mettre cette toile pas trop en surface, hein, puisque sinon ça va nous gêner évidemment par la suite pour entretenir nos graviers. Alors toujours dans les graviers, on ratisse pour entretenir et remuer le plus régulièrement possible pour éviter d'avoir ces dépôts et l'enracinement de ces graines, puisque tout vient par au-dessus. Et vous avez certainement pu remarquer que quand on passe avec une voiture ou avec les piétons, bah, on a moins de repousse. Donc ça, il n'y a pas de secret, c'est un passage régulier, hein. On remue, on bouge un petit peu
les cailloux, les graviers. Sur pavé, bah là, il s'agit plutôt de brosser, bien nettoyer les pavés. Je dis pas qu'il faut le faire tous les jours, hein. Mais voilà, peut-être une fois par semaine, en fonction du temps qu'il fait aussi. Si on est en automne, bah, il faut peut-être le faire plus régulièrement avec tout ce qui tombe des arbres. Si vous avez une machine comme un Karcher ou un système de jet d'eau sous pression, bah voilà, ça peut être un bon outil aussi, hein, pour aller, aller enlever tout ce qui est dépôt sur ces dalles ou ces pavés. Voilà. Alors, je parlais de sable maintenant qui sont plus spécifiques au rejointoiement des pavés qui sont justement anti-herbe. C'est-à-dire qu'il y a une composition dans le sable qui fait que ça va empêcher la germination de graines par la suite, pas pour toute l'année, mais quand même pour quelques mois. On remarquera qu'il n'y a plus aucune graine qui va germer. Donc voilà, apparemment, ce serait une solution écologique. Donc d'après moi, il s'agit d'une composition qui joue sur le pH et qui empêche ces petites graines de germer. Voilà, donc ça existe maintenant dans pratiquement tous les magasins de bricolage. Vous avez trouvé ça. Alors, dans les solutions curatives, on a vu les systèmes thermiques, hein, que ce soit l'eau chaude, le brûleur, qui est assez connu maintenant, l'eau bouillante. Alors, bah oui, l'eau bouillante, pourquoi? Parce que ça, à partir de 60 même 40 degrés, les cellules de la plante qui sont traitées vont éclater en fait. Donc la cellule, en éclatant, va tout simplement, la plante flétrit. Ce qu'on voit, c'est que la plante, ben, une fois qu'on passe son doigt sur la feuille, on voit bien même l'empreinte des doigts. Donc ça veut dire que la plante va flétrir par la suite. Tout simplement, c'est un choc thermique. Donc rien ne sert de rester longtemps pour voir la fumée arriver et voir carboniser la plante. Ça ne sert à rien. Vous allez gaspiller votre temps et le gaz dans le cas des brûleurs thermiques à flamme. Alors, attention, comme j'ai déjà dit, il faut répéter régulièrement en fonction de la météo, peut-être aussi de la surface à traiter. Si c'est du gravier, ce sera plus souvent, puisque plus humide. Mais donc à savoir que c'est à répéter 4 à 6 fois par an, un minimum. Alors aussi bien entendu les outils à main qu'on a vus dans la vidéo. Moi j'ai une préférence pour les outils à long manche pour rester droit et ne pas trop se courber en travaillant. Bah, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et vous allez voir à force, on sera quand même bien content d'avoir un dos qui tient le coup. Les autres moyens mécaniques, mais qui sont plus mécanisés, bah, débroussailler quand on a une débroussailleuse. Maintenant, il s'agit, enfin, c'est une machine qu'on peut trouver maintenant en location chez certains fournisseurs. Donc, si vous n'avez pas de débroussailleuse, sachez que ça peut se louer. La tonte, pourquoi je parle de tonte? Parce que quand on laisse enherber, justement, ça peut monter jusqu'à une certaine hauteur où ça devient plus vraiment acceptable, en tout cas pour la commune, hein. S'il s'agit de son trottoir, bon, on est quand même tenu de l'entretenir un minimum, donc il faudra peut-être passer un coup de tondeuse ou de débroussailleuse. Et faites attention, évidemment, il s'agit de surfaces bien dures, pas de gravier qui risque d'être projeté, hein. Donc là, c'est vraiment très dangereux. Et puis, comme j'ai déjà dit, hein, les jets d'eau, les brosses, etc. Alors, il y a des brosses rotatives qu'on trouve maintenant assez facilement. On commence avec, dans les ordres de prix qui sont quand même abordables pour les particuliers, ce système-ci qui est vendu par Karcher. J'ai trouvé assez pratique, qui est abordable puisqu'on est dans les 250 €, 300 € maximum, hein, avec une batterie et une brosse avec des torons en nylon, je pense, hein, qui s'usent relativement vite. Mais voilà,
ça permet quand même d'utiliser ça facilement sans devoir débourser pour une débroussailleuse. Alors, si on a une débroussailleuse à prêter ou qu'on en a une chez soi, sachez qu'on peut modifier la tête pour mettre justement une brosse rotative comme ceci en poil en acier. Donc, ce sont des torons en acier qui s'usent relativement, enfin, j'allais dire vite, non. C'est justement, ça s'use beaucoup moins vite que le plastique, forcément. Mais voilà, ça s'use quand même. Ou ça peut justement partir, parce que c'est comme des cheveux. Hein. Et puis, on a la troisième photo ici qui montre un nouveau système qui a quelques années, mais voilà, qui arrive chez nous dans les espaces verts. On verra qu'il y a certains ouvriers maintenant qui utilisent ça aussi pour désherber les espaces graviers. Donc, jusqu'à maintenant, c'était proscrit pour tous ces systèmes rotatifs. Mais maintenant, avec le fameux réciprocateur, on peut aller chercher les racines, les mauvaises herbes dans le gravier, dans les espaces où il y a des risques de projection. Mais ici, c'est pas le cas parce que la machine, avec ce système de lames qui se croisent, il n'y a pas de risque d'éclat avec ou de projection avec ce système. Donc c'est vraiment l'avantage. Ça coûte un peu plus cher, mais voilà, ça peut s'acheter donc séparément pour ceux qui ont déjà le reste. Alors j'ai parlé de végétaliser, d'enherber. Donc ceux qui auraient des doutes, ça peut être très esthétique. Hein. On a même des systèmes qui sont prévus pour les dalles alvéolées, qui là laissent place vraiment à l'herbe, à tout ce qui peut pousser. Hein. Donc on voit ça dans les parkings, mais on peut très bien le faire chez soi. Ça évite aussi d'avoir une surface trop imperméable, puisqu'on a vu avec les inondations l'été passé, on tend vers quand même de plus en plus de béton, malheureusement, dans les espaces publics et le trottoir. Là, ce serait une solution pour justement éviter que tout ruisselle et se retrouve à l'égout. Et puis, ça évite la saturation, puisque ça s'infiltre plutôt que d'aller directement à l'égout. Voilà. Donc, dans les parcs, vous allez trouver des chemins en gravier enherbé. Alors progressivement ici, on a laissé faire, mais on peut très bien ensemencer maintenant. Hein. Dans certains cimetières, ça se fait aussi. Et ici, il y a un passage pavé où on laisse quand même quelques centimètres d'herbe. Voilà, c'est pas non plus inesthétique et ça s'entretient. Voilà. Avant de passer au chapitre jardin, je vais rapidement regarder les questions. Alors, on part de liseron, ça on va voir par la suite. Géotextile, oui. Alors évidemment, il y a des alternatives au plastique. Hein. Ça, on verra aussi par la suite, on en parlera. Voilà. Ouais. Alors pour le contrôle de la législation, c'est évidemment le problème du contrôle, c'est que il n'y en a pas suffisamment. Mais voilà, l'idée, c'est de quand même donner l'exemple aux autres et on espère que ça va évoluer. Voilà, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, faut pas hésiter de les reposer à la fin. Hop. Je passe à la deuxième vidéo. Hop. Et en espérant que ça, le son, voilà. Dans un jardin, le désherbage peut représenter un travail important, aussi bien au potager que dans la pelouse. Certaines plantes peuvent nous poser problème. Je prends l'exemple des pissenlits, mais on peut avoir des plantes avec des racines plus coriaces, notamment les ronces, les orties et les liserons. Donc nous verrons ensemble qu'il y a des outils quand même plus adaptés que d'autres pour aller justement nous aider à limiter l'expansion de ces plantes.
Ici, on a des outils qui permettent d'aller chercher des racines pivotantes, c'est-à-dire des racines qui vont aller tout droit dans le sol, à chercher tout ce qu'il leur faut assez loin. Donc pour aller chercher ces racines, justement, on a besoin de lames et d'outils assez longs. Et en plus de ça, j'ai ici un outil à manche long qui me permet de travailler debout, c'est quand même plus confortable. Hop, il suffit d'enfoncer. Voilà, faire un petit tour autour pour être certain de tout avoir. Ici, je vais chercher la racine avec une gouge, qui est un petit outil à main assez traditionnel. Et donc, on s'en sert pour aller chercher les racines de chardon, pissenlit et autres racines longues. Pour aller chercher les orties, il vaut mieux aller chercher carrément les racines en profondeur. Et voici un outil, donc la griffe à deux dents, qui va permettre de travailler suffisamment en profondeur. Pour aller chercher le liseron, il faut un outil à dents pour aller travailler la terre en profondeur. Parce que c'est des racines très longues et qu'il vaut mieux pas casser en petits morceaux. Surtout pas d'outils tranchants. Voici la fourche bêche qui va nous permettre de travailler dans les sols plus ou moins meubles et aller chercher des racines très coriaces. Typiquement ici, les racines de ronces qui sont très puissantes et vont aller tracer parfois sur des longueurs ou aller chercher en profondeur ce qu'il leur faut. Voilà, donc ce sont des plantes qui demandent à être déracinées pour être... Ici, j'ai un sarcloir oscillant. Oscillant pourquoi? Parce que ça permet d'avoir un angle d'attaque correct, aussi bien en poussant l'outil qu'en tirant l'outil. Et la lame est très aiguisée, ce qui va permettre d'aller gratter superficiellement, mais d'aller chercher un petit peu les racines de plantes en surface de nouveau. Et je peux même approcher des cultures existantes sans trop de soucis. On a beaucoup parlé de désherbage, mais sachez qu'on peut évidemment accepter la présence de plantes spontanées au jardin. Les plantes sauvages telles que l'ortie sont très utiles. Elle est entre autres comestible, elle attire les auxiliaires et elle est riche en azote, donc très utile au jardin. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la deuxième vidéo. Donc, on a terminé avec l'ortie, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On a justement fait une vidéo sur la macération d'ortie qui peut être donc utilisée comme engrais, mais aussi comme un genre d'insecticide préventif pour justement traiter les pucerons qui sont sur vos plantes. Enfin voilà, donc ça, petite parenthèse, mais n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube pour les autres vidéos. Voilà, donc on est dans le jardin, que ce soit sur la pelouse, les parterres de fleurs ou de légumes. Ici, on a une photo où on a une belle rangée de carottes et à côté, on utilise ce qu'on a sous la main. Souvent au jardin, vu qu'on tond pas mal ces temps-ci, on a de l'herbe. Alors attention, ne pas mettre un tas comme ça trop épais autour des plantes. Ça risque simplement de pourrir et de brûler vos plantes parce que c'est quand même ça chauffe, voilà, ça fermente. Donc la tonte de pelouse, ça peut s'utiliser, mais une fois séché, donc on étale au soleil, on laisse sécher quelques jours et puis on peut l'utiliser sans trop de soucis. Voilà, donc c'est un pays comme un autre. On a plein d'autres matériaux, hein, tout ce qui est voilà, déchets de taille broyés. Mais on verra que dans le commerce, on trouve vraiment pas mal de choses assez intéressantes, que ce soit le chanvre, miscanthus, les copeaux de bois plus classiques. Mais j'aborderai le petit chapitre sur les paillages plus tard. Également les plantes couvre-sol aussi, hein, qui se complètent. Voilà. Alors,
tant qu'on est dans le potager, vous avez peut-être déjà entendu parler de la technique du faux semis. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle ici? Parce que ça permet de limiter le désherbage dans des cultures plus compliquées qui mettent du temps à lever, comme justement les carottes, les oignons, tout ça. Voilà, ça demande pas mal d'entretien. Et pour éviter la concurrence, au moment de préparer le lit de semence, vous allez donc passer le râteau comme d'habitude. Vous avez bien préparé le parterre, la zone de semis, et puis vous allez attendre. Ne semez surtout pas tout de suite vos graines de légumes, parce que vous allez faire l'erreur d'avoir trop de choses à gérer par la suite. Donc, laissez bien la pluie et le soleil faire son travail. Les graines en dormance qui sont déjà là vont germer. Et là, à ce moment-là, vous désherbez tout simplement à la binette. Et puis par après, vous allez pouvoir semer évidemment vos graines de culture. Donc voilà, ça c'est un peu la technique du faux semis. On applique ça également pour semer un gazon, pour bien faire, pour éviter aussi de voir d'autres adventices pousser dans son gazon. Ça peut se faire même plusieurs fois d'affilée, hein. Vraiment, si on a un sol qui est rempli de graines indésirables, ben voilà, la technique du faux semis est pour vous. Alors, il y a certaines plantes qui posent plus de problèmes une fois en graines, hein. Il y a les fameux chardons, les rumex aussi, hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc ce sont des plantes assez coriaces. Et le tout, c'est d'éviter la dispersion des graines à un certain moment. Donc, ça fleurit. Bon, on peut très bien laisser les fleurs, mais moi, je conseille quand même de faucher à un moment donné. Alors, on peut laisser en graines, hein, mais sachez que voilà, ça se disperse pas mal. Et vous risquez l'année prochaine d'en avoir plus. Donc, voilà. Alors, tout ce qui est tonte, gestion de la pelouse. Alors, moi, ce que je conseille, c'est de tondre jamais plus d'un tiers de la hauteur des brins d'herbe. Donc, voilà, ça permet de ne pas stresser le gazon. S'il n'est pas trop tondu, en plus, il va mieux résister à la sécheresse. Donc, on arrive bientôt, on est en été, hein, mais on arrive aux périodes plus chaudes, où là, le gazon va surtout va pas devoir être trop tondu. Et surtout pas tondu à ras, parce que vous allez vraiment l'aider à mourir, quoi, hein. C'est vraiment pas la chose à faire. Donc respectez quand même ce minimum de 5 centimètres et le moins, le mieux. Le moins de fois possible, le mieux. Alors, évidemment, on peut entretenir à certains endroits plus que d'autres. On verra qu'il y a quand même moyen de différencier la tonte. Des zones de passage plus fréquentes, on peut tondre plus bas, et des zones du jardin qui sont moins fréquentées, sur les côtés autour des arbres, le long des clôtures. Là, pourquoi pas laisser pousser. Donc voilà, c'est ce que je fais en tout cas chez moi. Donc c'est un peu le principe de la tonte différenciée, de la pelouse écologique, prairie de fauche si on veut, hein, puisqu'on va quand même entretenir, mais en fauchant. Oui, d'ailleurs, pour ce sujet donc de pelouse, d'entretien, je ne vais pas en parler plus que ça, puisque c'est le sujet d'une prochaine conférence, je pense au mois de septembre, qui sera vraiment dédiée à la pelouse, comment entretenir son gazon vraiment de manière naturelle. Alors, aussi, hein, donc, il s'agit quand même d'entretenir et d'enlever certaines indésirables dans cette pelouse. On a vu des outils qui s'enfoncent, aussi bien avec le pied qu'à la main. Je préfère toujours rester debout, moi, hein, personnellement. Donc, voilà, la marque, vous avez reconnu, hein, chez Wolf Garden, ils ont pas mal d'outils très pratiques, des outils qui peuvent s'enlever et être interchangés. C'est quand même pratique. Moi, voilà, moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Après, il y a d'autres marques, hein, évidemment. Et voilà, sachez que de toute façon, vous serez bien obligé d'en arriver là si vous voulez enlever ces plantes-là, parce qu'on ne peut plus mettre d'herbicides sélectifs, ce qu'on pouvait trouver auparavant en jardinerie.
que ce soit pour enlever les pâquerettes, pissenlits, mousse assez facilement avec un produit chimique. Maintenant, on peut plus. Donc, il y a seulement les jardiniers professionnels qui ont une phytolicence, qui peuvent appliquer ces produits. Donc voilà, on est donc passé au 100% mécanique écologique. Et voilà, il faut bien voilà, essayer de s'y faire et en tout cas aller vers une tolérance parce que si vous avez une très grande pelouse, on ne pourra pas tout faire à la main. Et ça passe aussi par une plus grande tolérance, se dire ok, bah, j'accepte de voir fleurir autre chose dans ma pelouse. Alors oui, il y a une technique pour faire des parcelles. Mettons qu'on a envie de justement créer une zone de potager, un parterre, une technique qui marche assez bien et qui demande un petit peu de patience, c'est l'application d'une bâche ou de carton. Vous allez étouffer le gazon. Alors, au préalable, il faut bien couper à ras à ce moment-là. Étouffer bien avec le carton, lester et n'hésitez pas à mettre plusieurs couches de carton parce que voilà, ça a tendance à se désagréger. Les limaces vont attaquer ça et puis la pluie va faire le travail aussi. Donc voilà, même le plastique, dans ce cas-ci, moi je recommande. On peut trouver du plastique dans pas mal d'endroits, tout ce qui est ancienne bâche d'ensilage par exemple. Hein, donc moi j'ai utilisé ça en maraîchage. Bah, ça permet de couvrir des grandes zones. On laisse quelques mois, 3 à 4 mois. S'il fait très chaud, bah, ça va fonctionner d'autant mieux. Et une fois qu'on a enlevé, on verra que tout est grillé, blanchi. Et il n'y a que vraiment quelques vivaces récalcitrantes qui vont peut-être revenir, hein, mais on aura vraiment un travail beaucoup plus facile à faire par la suite pour enlever voilà, le dessus, ce qui reste encore vivant, hein, pour commencer à nouveau parterre. Voilà, ça c'est pour la création de nouvelles parcelles. Autre chose, bah, la mousse. Pour ceux qui ont une lutte acharnée contre la mousse, sachez qu'il faut éviter les produits, même s'il y en a encore sur le marché. Ça acidifie le sol, hein, tout ce qui est sulfate de fer. Ça a tendance donc on rentre dans un cercle vicieux. Plus on applique de sulfate de fer, bon, on tue la mousse, mais vous allez voir par la suite que vu qu'on acidifie le sol, la mousse revient. Et donc voilà, c'est à éviter. Scarifier, bon, moi, c'est vraiment la solution que je préconise une fois, même parfois 2 fois par an. Donc, il s'agit de griffer en surface, hein, ceux qui connaissent pas, mais il y a des outils qu'on peut louer pour ça. Et puis choler, pourquoi? Pour justement traiter le problème de pH qui a tendance à être trop acide dans ces sols-là. Voilà. Et puis évidemment, ressemer pour les zones qui sont plus dégarnies pour refaire venir l'herbe et concurrencer la mousse. Bah, tiens, pour info, il est 9h moins 5, comme ça tu sais. Oui, ah bah, ça va. On arrive tout doucement, hein, vers la fin. Un petit mot quand même sur les herbicides qu'on vend encore, hein, qu'on trouve encore sur le marché. Il n'y a plus d'herbicides de synthèse accessibles aux particuliers. Donc, pour les trouver, il faut alors avoir une phytolicence et aller dans des magasins plus spécialisés. Mais normalement, vous n'aurez plus accès à tout ce qui est à base de glyphosate, hein, les herbicides sélectifs et autres. Donc tout ce qu'on trouve, bah, ce sont les acides organiques, c'est-à-dire des acides qui vont se désagréger, enfin se dégrader plus ou moins rapidement dans le sol. C'est pas sans impact, hein. Il y a un impact mais faible. Pour ça, moi j'appelle ça, pour moi, ce sont des herbicides à faible impact, mais attention à utiliser avec précaution parce qu'il s'agit évidemment d'herbicides. Et il y a toujours la législation en vigueur qui s'applique aussi à ces produits-là. Parce qu'on peut voir de tout, hein. On se dit: «Ouais, ce sont des produits écologiques». On a parfois des emballages verts, on a l'impression qu'on a un produit complètement naturel. Mais non, il s'agit d'un acide, et parfois concentré, donc à utiliser
avec une certaine dose et ne pas appliquer n'importe où. Donc, regardez bien et toujours appliquer la loi, c'est-à-dire qu'on n'applique plus sur les trottoirs et non plus sur les zones tampons. Alors, on peut trouver également sur Internet des recettes. Alors, voilà, il y a vraiment de tout, hein, du sel, de l'eau chaude avec du sel, du vinaigre. Sachez que ça reste des produits qui ont un impact non négligeable et qui sont même interdits, hein, puisque ils ne sont pas prévus pour être utilisés comme herbicides. Si tout le monde se met à mettre du sel ou du vinaigre un peu partout dans son jardin ou sur les surfaces imperméables, ça risque de poser énormément de problèmes au niveau des eaux de surface. Voilà, donc je termine la petite parenthèse sur les produits. Alors oui, je parlais des techniques couvre-sol. Ici, quelques exemples, hein, qu'on peut faire soi-même, hein, donc en broyant les branches. Ça, c'est vraiment la solution la plus économique. Si on a accès à un broyeur, bien entendu, on arrive à avoir quelque chose qui ressemble à ceci, hein. On peut utiliser de tout, le résineux, de tout, hein. Mais les branches fraîches, ça se coupe plus facilement, mais du bois mort, très bien aussi. Et tout ça, on peut l'appliquer et il faut le mettre en abondance, c'est-à-dire que 2 centimètres, ça suffira pas. Il faut occulter la surface. L'idée, c'est d'empêcher les graines en dormance dans le sol de voir la lumière. Donc, plus vous en mettez, mieux c'est. Donc, dans ce cas-ci, je dirais entre 10 et 15 centimètres, c'est le top. Les paillettes de chanvre, voilà, ça existe sur le marché. On a même des toiles en chanvre maintenant qu'on peut trouver. Équivalent chez nous, qu'on trouve de manière plus locale, c'est tout ce qui est paille de froment, la paille de froment qu'on trouve sous forme de pellet. J'ai déjà vu ça vendu en Belgique par un fournisseur belge. Je pourrais essayer de retrouver la marque. Mais donc ces pellets de froment, vont, vont, euh, vont se absorber l'eau de pluie et simplement créer un tapis. Donc vous avez vraiment un tapis homogène, assez esthétique d'ailleurs, et qui est qui ne prend pas trop le vent. Donc, c'est l'avantage par rapport aux paillettes qui ont tendance à s'envoler. Ici, les pellets, ça tient bien, ça reste au sol. Et tonte de gazon, j'en ai parlé tout à l'heure. Ce qu'on trouve également qui est produit en Belgique, c'est le miscanthus. Donc, ces fameux herbes à éléphant qu'on va broyer, qui vont être utilisés pour d'autres utilisations, mais notamment des ballots maintenant qu'on peut trouver en jardinerie pour le paillage. Ah oui, ce que j'ai pas dit, hein, le paillage, bien entendu, a d'autres fonctions que simplement empêcher l'herbe de pousser ou les graines de pousser. Ça va limiter l'évaporation de l'eau. Donc vous allez maintenir une certaine humidité au pied des plantes, qui est vraiment bénéfique à cette période-ci, hein. Au pied des fraisiers, framboisiers notamment, on peut vraiment mettre une bonne couche pour être sûr de ne pas devoir trop arroser cet été. Alors, d'autres matériaux qui sont là, qui peuvent pas être dégradés. Le plastique, bon, il y a du pour et du contre, hein, mais ici on a du géotextile tissé qui a tendance parfois à s'effilocher, à se dégrader avec le temps. C'est pas terrible, hein, j'avoue que c'est pas le top pour moi. Voilà, ça reste quand même pas très cher à l'achat et on peut dire que ça dure un certain temps, mais il existe suffisamment d'alternatives pour moi pour pouvoir s'en passer. Maintenant, je dis pas si on fait attention et qu'on l'utilise pendant 5 ans, on peut trouver que ça reste quand même une solution durable. Puis voilà, en fonction des régions, on a les ardoises, la brique pilée, le pouzzolane, qui est la roche volcanique un peu anti-limace aussi, qu'on trouve en jardinerie. Alors, pour revenir au géotextile, voilà, l'alternative biodégradable, on en trouve différentes sortes. Maintenant, selon les goûts, les couleurs.
Alors la composition peut varier, ça peut être en toile de jute, en chanvre. Ce qu'on voit sur la photo du milieu, je pense que c'est des plaques de chanvre. Et ici à droite, c'est de la laine. Laine de mouton, hein, qui est vraiment sous forme de feutre, comme ça, et qui se dégrade seulement au bout de 3, 4, 5 ans, selon les conditions d'humidité, mais qui a vraiment l'avantage de rester assez longtemps. Donc voilà, évidemment, le temps que ces plantes couvre-sol vont pousser et prendre la place. Donc oui, juste un petit mot. Bon, ici, ce sont des plantations qui sont déjà en place, mais rien n'empêche de mettre ces techniques-là en place pour d'autres choses, que ce soit pour les chemins, les endroits difficiles d'accès qu'on n'arrive pas à entretenir. Alors, en association, donc, avec les plantes couvre-sol, quelques exemples d'espèces, hein, que ce soit les géraniums qu'on peut trouver vraiment une variété assez impressionnante hein, de géraniums. Ici, c'est un exemple parmi d'autres. Mais les géraniums des bois, les géraniums, il y a vraiment... Enfin, allez voir en jardinerie, en général, ils ont une belle proposition de plantes couvre-sol, alchimie. La spérule, voilà, c'est plus anecdotique. Ici, je l'ai mise parce que c'est une plante qui pousse bien à l'ombre. Voilà, ça a une odeur assez agréable. Donc, pour ceux qui la connaissent, bon, voilà, c'est une chouette plante. D'autres usages aussi. Aussi la pervenche. Alors, petite pervenche qui s'étend un peu moins que la grande, mais qui a l'avantage aussi de fleurir à l'ombre, avec des belles fleurs bleues. Les lamiers tachetés et les consoudes. Alors, attention, consoude. Ici, j'ai pris un exemple d'une espèce horticole parce que elle reste petite, elle fait beaucoup de fleurs et elle est donc très esthétique, mais ça n'a pas trop le caractère envahissant de la consoude, je vais dire, sauvage. Hein, parce que j'ai fait un peu l'expérience chez moi en plantant beaucoup de consoude. Voilà, ça prend beaucoup de place et ça a tendance à un peu envahir le reste. Donc faites attention. Bon là, j'ai quelques exemples, mais j'ai évidemment pas tout mis. Je vais pas mettre la vidéo parce on manque un peu de temps. Je préfère répondre aux questions. Mais voilà, je peux éventuellement, pour ceux que ça intéresse, vous envoyer des listes de plantes couvre-sol et de paillis, tout ce qui est donc différentes techniques de paillage. On a fait des listes comparatives, des tableaux comparatifs pour justement voir quel est le meilleur choix et voilà, voir qu'est-ce qui est le mieux pour votre situation à vous. Dernier petit mot et puis je vais arrêter là parce qu'il est déjà 21 h passées. On a un projet qui s'appelle donc jardinerie labellisée Jardiner sans pesticides. Donc, il s'agit d'un réseau de jardinerie qui s'engage à diminuer la vente des pesticides en proposant justement des alternatives et en mettant en garde sur les dangers des pesticides. Alors, il y a différents niveaux, vous allez voir sur le site et vous allez peut-être en trouver une justement près de chez vous. Voilà. Et bon, évidemment, page Facebook avec les vidéos qui sont assez bien faites aussi. L'alerte, alors c'est un système d'avertissement. C'est une newsletter mais régulière pour les gens qui vont peut-être avoir des problèmes au potager ou au verger, qui demandent d'intervenir à temps. C'est-à-dire qu'on a les carpocaps sur les pommiers, on a la pyrite du chou, même la pyrale du buis aussi pour d'autres jardiniers. Là, il s'agit d'agir à temps et d'être prévenu. Et donc, c'est un système pour justement être prévenu à temps et avoir les conseils adaptés. Donc ça, c'est environ une fois par mois, voire 2 fois. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou aller voir sur notre site, on peut s'abonner directement. Voilà, on arrive au bout. Merci pour votre attention. J'espère que voilà, ça a été assez clair.
Et là, je vais consacrer un peu de temps pour les questions-réponses. Quelques dates, notez bien les prochaines dates, hein, ce sera après les vacances d'été, en septembre, octobre, novembre. Donc, on a d'autres sujets qui vont arriver, hein, toujours le soir et toujours gratuit. Voilà, je vais mettre ma petite caméra et je vais pouvoir répondre aux questions. Je sais pas si Adé, tu as pu prendre note? Oui, oui. Donc voilà, il y a pas eu beaucoup de questions pendant l'exposé. Il y avait, Isabelle qui voulait que tu parles davantage au niveau des chardons parce qu'elle en avait, beaucoup dans une zone non tondue. Oui, pour lutter contre les chardons, alors? Oui. Franchement, ça me dérange pas trop, hein, mais c'est parce qu'on me dit: «Ah, tu te rends compte, tu as des chardons qui font au moins 1,50 m. Normalement, avant, c'était interdit, il y avait des amendes». Ouais, moi, je me suis dit: «Bah, ça attire, certains oiseaux, je crois», mais bon, ça Oui. et ça risque d'être un peu envahissant. Mais ça me dérange pas trop, mais c'est vrai que ça m'interpelle quand même un petit peu, d'après ce que j'entends, quoi. Alors la législation est en train de changer justement, ça va dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on n'aura plus cette interdiction, des chardonnays, comme on faisait, avant. Bon, ça peut être un petit peu envahissant, mais c'est pas non plus, pour moi, c'est pas forcément le plus gros problème et comme vous dites, ça va attirer certains oiseaux, les chardonnerets, certains papillons, enfin voilà, c'est quand même, bénéfique pour un jardin qui se veut de plus en plus sauvage. Maintenant, c'est pas au goût de tout le monde, ça, on est bien d'accord et voilà, peut-être que les voisins vont peut-être râler, mais pour moi, voilà, il y a pas de secret, hein, il faut enlever la racine. Si on veut clairement se débarrasser de la plante, il faut l'arracher. Heu et sinon, bah, une fauche, ça peut suffire, hein, pour limiter, l'expansion. Voilà. OK, merci. Alors, il y avait le compagnon d'Aurore qui disait, il faisait juste une petite attention quand tu parlais des cartons, il précisait que de mettre des cartons sans encre, Tout à fait, ouvrir le sol. tout à fait. D'ailleurs, il y a des cartons qui sont parfois, qui viennent de loin, qui sont imprégnés de produits. Donc, faut essayer de trouver du carton, si possible, européen. Enfin, voilà, c'est pas toujours évident, mais c'est qui contient pas trop de colle, ni de produits, de traitement. Je pense que c'est essentiellement des cartons qui viennent de Chine qui pourraient contenir des insecticides. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention. Je vais Alors en il y a Dom profiter pour lancer oui, le petit sondage de ah oui, satisfaction. Je ne sais pas si je tout peux à fait. avoir accès. Heu, zut, je vais relancer, relancer. Voilà. Ça s'affiche? Oui. OK, super. Je vous laisse répondre à votre aise, hein, mais pour nous, c'est important d'avoir votre retour, voilà, au niveau de la satisfaction. Et donc je continue mes petites réponses. La prochaine question, c'était? Oui, donc c'était, concernant le lierre terrestre, donc il y a Dominique qui fait juste, qui dit juste que le lierre terrestre est aussi est une bonne plante couvre-sol aussi. Oui. Ah oui, oui. J'en ai dans mon gazon quand je ne tourne pas trop et ça a tendance à ramper comme ça avec des petites fleurs, assez jolies. Oui, bah, oui, tout à fait, pourquoi pas, hein. Le lierre, grimpant aussi, maintenant c'est un peu envahissant. Le lierre grimpant, c'est celui qu'on voit, qui peut monter sur les murs. Là, à ce moment-là, faites attention, il faudra entretenir, quoi. Mais ça se fait aussi. Donc il y a une personne qui aimerait bien que tu remettes l'image avec les zones tampons devant et derrière la maison. Ah oui, hop, heu, je remonte, hein. Voilà, celle-ci? Je sais pas si on voit toujours. Tu peux la mettre en grand. Oui? Il y avait une question spécifique? Non, non, c'était juste, Ah ouais.
C'est Voilà. vrai que c'est une information qui passe un peu inaperçue. Au niveau de la région wallonne, il n'y a pas eu énormément de communication là-dessus, hein. Donc c'est normal si ça ne vous dit rien, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Donc une question concernant le sel. Donc on demande si le sel est bien à proscrire alors pour lutter contre les repousses des plantes indésirables. Oui, 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 c'est interdit. Après, c'est une question de dosage, hein. Mais voilà, moi, officiellement, on peut vraiment pas du tout la conseiller. Et je dirais que ça a un impact encore plus que, voilà, comparaison avec le vinaigre, par exemple. Mais le sel, vraiment, a un impact sur le sol et reste longtemps dans le sol. Donc ça va quelque part nuire à la faune, à la vie du sol aussi. Alors une question, comment désherber le long d'une clôture les grosses touffes d'herbes tenaces? Alors tout nettoyer une première fois en arrachant le plus possible et mettre un paillage. Donc du broyat, peu importe. Mais c'est vrai que c'est là où ça va repousser assez facilement. Il n'y a pas de piétinement. Oui, c'est des zones un peu plus compliquées. Après, voilà, il y a des gens qui vont mettre d'autres plantes à la place, qui vont peut-être couvrir. Voilà. Et alors ici, j'ai une, dernière, c'est une information plutôt. Donc, c'est, Isabelle qui dit que sa fille travaille dans une jardinerie et que chaque fois les clients lui demandent, où sont les désherbants et que bon, heureusement la jardinerie n'en vend plus, mais, elle voulait juste, faire, enfin signaler que voilà, ça serait bien d'éduquer les gens au fait qu'on ne peut plus utiliser d'herbicides. Alors en tout cas, certains herbicides, plus du tout, hein, si on parle bien des herbicides de synthèse. Donc voilà, c'est sûr que les gens ont du mal avec ces interdictions, voilà, qui sont là pour des raisons. C'était que ces produits, on les retrouvait dans les eaux de surface et peut-être qu'en montrant un peu les chiffres de pollution des nappes phréatiques, ça fait réfléchir. Mais oui, malheureusement, les gens, voilà, c'est des changements qui prennent du temps dans les habitudes. Mais en fait, si je me permets d'intervenir, hein, mais Oui. c'est vraiment un problème. Je crois que c'est un changement, hein, mental à faire absolument. Il suffit déjà de voir les réactions par rapport au cimetière. Heu, donc sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui se plaignent énormément parce que maintenant on essaye de laisser les cimetières, s'enherber, ça prend 2 3 ans, mais c'est vraiment il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que de toute façon, on Mhm. doit, arrêter tous les produits chimiques, on n'a pas le choix et qu'on finalement on peut vivre heureux avec, des herbes devant sa maison, de jolis coquelicots qui poussent spontanément ou que sais-je quoi. Ou bien des pâquerettes dans son gazon. Moi ça me révolte quand j'entends qu'il y a des gens qui enlèvent le trèfle, les pâquerettes dans le gazon quoi. C'est de la Mhm. folie, hein. C'est beau les pâquerettes, c'est beau le trèfle, en plus ça porte bonheur. Oui, bah oui, on y travaille, hein, c'est un message de quotidien, hein. Alors on reste sur des discours qu'on peut entendre. Pour certains, on peut laisser pousser et d'autres personnes qui vont vouloir absolument se débarrasser de ces plantes fleuries. Voilà. Donc je reste persuadé qu'il vaut mieux que la personne utilise un bon outil que, que voilà, avoir recours à n'importe quel produit qu'il va trouver ailleurs, parce que voilà, le danger, c'est que les personnes qui ne s'informent pas suffisamment vont juste aller chercher quelque chose chez son voisin fermier et voilà, qui sera vraiment la pire des solutions. Ou alors dans un autre pays. Moi, j'habite Oui, pas loin de oui. la frontière, bon, je pense qu'il y a des gens qui se fournissent, en France, tout simplement. Mhm. Ouais. Donc il faudrait une réglementation européenne, au fond. Oui, mais il y a des interdictions aussi en France. Maintenant, bon, c'est sûr qu'Internet, ça n'arrange rien. Je pense qu'il y a
le SPF qui travaille aussi à une surveillance un petit peu à ce niveau-là, mais voilà, c'est le tout début aussi, hein. Oui, merci. De rien. Voilà, mais comme, dit la une personne, ça va changer, ça évolue, mais comme tout, il faut du temps et effectivement, c'est un changement de mentalité à faire, hein. C'est Oui, comme, le tri, des déchets, hein. Avant, ils ne triaient pas non plus, maintenant, c'est impensable de ne plus trier. Enfin de oui, c'est ça. oui, oui, oui. C'est sûr qu'il n'y a pas si longtemps, donc on y arrivera et il y a des opérations, j'en ai pas parlé, mais le VIF avec qui on a collaboré, l'année passée, ils ont lancé cette campagne en mai tombe à l'arrêt. On était très contents de pouvoir participer et ça a montré l'engouement justement pour voir le jardin autrement. On avait l'habitude peut-être de tondre chaque centimètre carré de sa pelouse et puis en voyant la campagne, bah, les gens se sont dit bah tiens pourquoi pas 1 mètre carré non tondu et puis finalement c'était pas si mal et progressivement on arrive à laisser des zones je vais dire en friche, même si j'aime pas le terme, hein, mais voilà, des zones qui n'ont plus besoin d'être tondues et simplement fauchées. Et voilà, je dis pas qu'il faut plus tondre son jardin. Il y a des endroits où je passe encore la tondeuse autour des jeux pour les enfants, voilà, parce que voilà, ils ont besoin de zones plus fréquentables. Mais ailleurs dans le jardin, il y a beaucoup de place à la nature et c'est tout à fait faisable d'avoir les deux. Voilà, petite parenthèse sur cette opération donc qui a eu lieu cette année aussi, hein. Mais il y aura, à mon avis, une 3e édition pour l'année prochaine, pour ceux qui veulent participer. D'autres questions? Voilà, non, il y a plus de questions. Si j'ai oublié une question, n'hésitez pas à vous manifester. Je regarde aussi. Ben, merci à vous. Euh, alors, l'enregistrement ici, si tout s'est bien passé, hein, avec les petits couacs au début, mais normalement, on vous enverra l'enregistrement avec justement toutes les explications, les vidéos et aussi alors les fichiers PDF pour tous les slides. Vous aurez toute l'information par la suite. Et puis en septembre, donc j'espère en voir certains d'entre vous. Là, ce sera mon collègue qui expliquera un petit peu l'entretien du gazon et justement la tonte différenciée, comment aménager son jardin un petit peu différemment, mais aussi l'entretien d'une pelouse, comment ça se fait aussi. Voilà, donc ce sera le prochain sujet en septembre. Voilà, voilà. Voilà, merci à tous. Bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. À bientôt.